Action! Dans une précédente vidéo, j'avais établi une liste des 10 arcs qui ont marqué l'histoire. J'avais par ailleurs mentionné dans cette liste l'arc de York City de Hunter x Hunter, devant bien sûr l'arc de Chimera Ant. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'expliquerai mon choix en présentant l'ingrédient numéro 1 selon moi qui a permis à cet arc-là de se transcender au fil des années. Quel ingrédient, tu me demanderas? Eh bien, ce n'est nul autre que l'écriture et la profondeur des personnages principaux qui sont impliqués dans cette intrigue. Tu ne me comprends pas encore, c'est pas grave. C'est parti. L'arc de York New City est le 4e arc de la saga Hunter x Hunter. On suit d'un côté Gon et Killua tentant de dénicher une copie de jeu Grid Island afin de retrouver le père de Gon. De l'autre côté, Kurapika qui est déterminé à récupérer les yeux de sa tribu placés aux enchères de la même ville. La mission de ce dernier va être un peu perturbée par l'apparition de la brigade fantôme, les mêmes responsables de la disparition de son clan. Alors déjà, on remarque que Gon et Killua sont un petit peu mis à l'écart dans cet arc. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, la relation et la dualité entre d'un côté Kurapika et de l'autre la brigade fantôme constituera le principal focus de cet arc, sa véritable force et surtout l'objet d'analyse dans cette vidéo. Pour commencer, le pouvoir de la chaîne de Kurapika est en fait l'une des meilleures matérialisations du yen qui soit parce qu'il englobe explicitement tous les aspects de celui-ci, mais c'est aussi l'un des meilleurs power-up d'anime ever. Je m'explique. Certes, il a obtenu ce pouvoir au prix d'un entraînement ultra acharné, mais il y a laissé bien plus que du sang, de la sueur et des larmes. En retour, il a donné sa résolution. Je dirais même plus, il a donné de sa vie. Très bon choix de l'auteur d'ailleurs d'avoir pris comme arme les chaînes. Au-delà du flow que dégage ce type d'arme en général, c'est le symbole que la vie de Kurapika ne lui appartient plus. Désormais, du moins tant qu'il n'a pas assouvi sa soif de vengeance et restitué l'honneur de son clan. Ces chaînes sont le témoignage du prix qu'il est prêt à payer pour arriver à ses fins, du destin qui lui lie désormais à la brigade fantôme. Il faut rappeler que le pouvoir de ces chaînes ne servira que strictement à tuer les membres de la brigade fantôme. S'il s'en sert pour combattre quelqu'un d'autre, son pacte le tuera net. Quelqu'un a dit un jour qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais ce que cette personne-là a oublié de préciser, c'est que parfois, ça peut impliquer un tout autre état d'esprit, littéralement. Au début, nous savons tous que Kurapika est l'un des personnages les plus gentils et les plus compatissants de la série. Mais disons, c'est cette même compassion dirigée cette fois-ci à l'écart des membres défunts de sa tribu qui le pousse à agir ainsi. Pour lui, ne pas trahir qui il a toujours été serait revenir à trahir l'honneur de son clan. Contrairement à la plupart des scénarios de vengeance, Kurapika n'est pas totalement obnubilé par sa soif de vengeance au point de s'oublier. Au contraire, il n'oublie pas qui il est et on ne manque pas de nous rappeler que parfois ça le rattrape. Contre Uvo par exemple, où il se rend compte de l'atrocité qu'il est en train de commettre, il pose la question à Uvo, mais écoute, comment est-ce que vous êtes capable de commettre autant de carnage sans avoir quelconque remords? Comment est-ce que vous faites pour être indifférent face aux crimes que vous commettez? Ou encore l'échange avec Pakunoda, où il avait l'opportunité d'accomplir sa mission, de réaliser ce pourquoi il a fait son pacte, c'est-à-dire tuer la tête de la brigade fantôme. Et malgré ça, il a décidé de sacrifier cet objectif-là pour pouvoir sauver ses camarades, Gon et Killua. Comme quoi, il faut croire que la vengeance n'est pas tout ce qu'il y a dans la tête de Kurapika. Il y a aussi les amis qui comptent. D'ailleurs, un autre truc que j'ai trouvé génial dans cet arc, c'est qu'à aucun moment donné, en fait, ses potes le jugent par rapport à sa soif, à son obsession de vengeance. Au contraire, ils s'inquiètent pour lui, en fait, et ils ont peur que cette vengeance-là le consume totalement. Et en gros, en fait, ils sont là comme une sorte de garde-fou, si tu veux, pour pouvoir empêcher que ça arrive. Tout ça pour nous montrer que ce qui nous inquiète plus que tout, c'est l'impact de sa soif de vengeance sur Kurapika lui-même. Avant de passer à autre chose, posons-nous une question. Une fois qu'il aura réussi sa vengeance, qu'est-ce qui va arriver à Kurapika? On l'a vu quand les gardes de l'araignée avaient falsifié leur mort, on avait un Kurapika en plein désarroi. Un Kurapika livide sans réel but. Bien sûr, c'était parce que c'était pas lui qui s'en est chargé. Mais ça nous force quand même à nous poser la question de savoir, une fois que Kurapika aura accompli sa vengeance, admettons que ça arrive, passera-t-il à autre chose? Pourra-t-il passer à autre chose? Voudra-t-il passer à autre chose? La brigade fantôme est une troupe de criminels constituant les antagonistes principaux de la série et la cible principale de Kurapika. Car en effet, ils sont responsables du massacre de son clan. Le génie de Togashi se manifeste encore ici car non seulement déjà à la base, il nous présente ces gars-là comme des criminels sans foi ni loi, tout ce qu'il y a de plus badass en matière d'antagonistes, car on va se le dire, hein, en matière, ils avaient très peu de défauts. Mais il arrive quand même à semer la confusion de notre esprit en nous donnant l'opportunité, si tu veux,
de voir au-delà en fait de ces antagonistes ultra badass. Alors avant de commencer, je tiens à dire que je ne défends absolument pas la violence, les meurtres et les génocides en tout genre. Maintenant que c'est fait, je peux énoncer ma perception calmement. Déjà partons du principe que la brigade fantôme n'est pas juste un groupe de finets, mais plutôt des individualités avec leur propre motivation et leur propre personnalité. Ils ont chacun eu différentes raisons de rejoindre la brigade fantôme, certains par pur plaisir de tuer, d'autres pour trouver des camarades et créer un sentiment d'appartenance, et d'autres tout simplement par amour de la richesse et du pouvoir si tu veux. Toutes ces personnalités nous permettent d'avoir un mélange multidimensionnel qui donne une profondeur non seulement à la brigade fantôme, mais à tout un chacun des membres qui la constituent. Bon, maintenant ceci étant dit, et si on plongeait un peu en profondeur? Quand j'ai commencé à regarder la série Hunter x Hunter, j'ai comme la plupart d'entre vous tout de suite attribué l'étiquette de psychopathe sans cœur à la brigade fantôme. Mais je ne sais pas pourquoi à partir d'un certain moment, j'ai commencé à me questionner sur la véritable nature en fait, sur le véritable objectif, sur le véritable but et ambition. Ça commence avec Uvo, qui suscite l'inquiétude chez tous les membres de la brigade alors qu'il ne donne pas de signe de vie. Bien évidemment parce qu'il s'est fait tuer. D'ailleurs, on en parle de sa mort car ce n'est pas Kurapika qui le tue techniquement. Il ne respecte juste pas le pacte de la chaîne en refusant de vendre ses camarades à ce dernier. Donc tu veux me dire que cette masse arrogante de muscles qui semblait tuer pour le plaisir a en fait un cœur et s'inquiète pour ses amis. Il a un sens de l'honneur au point où il est prêt à mourir pour ne pas vendre ses amis. Waouh! Qu'en de Pakunoda, qui dans un premier temps suit à la lettre les instructions de Kurapika, tout ça pour protéger le boss, et qui dans un deuxième temps sacrifie sa vie en rompant le pacte et en révélant à ses camarades ce qui se passe avec le boss, car pour elle, le bien-être du boss était plus important que sa propre vie à elle. Comme si ça ne suffisait pas, qu'en est-il de quand ils ont capturé Gon et Killua? Il y a même Nobunaga qui voulait que ces gars-là entrent dans la brigade fantôme, à croire qu'en fait ces gars ne tuent pas juste pour le plaisir, ils ne tuent pas genre juste comme ça. Enfin, s'ils ont tué beaucoup de gens par-ci par-là, mais après c'est pas aussi n'importe qui ils tuent, tu vois. Et c'est là justement que le génie de Togashi se manifeste. Il te les présente comme des crapules sans foi ni loi, mais il te laisse par-ci par des éléments qui te font douter, qui te font remettre en question ta perception initiale de ces gars-là et qui te font te demander « Ah, et si finalement, ils sont peut-être pas si méchants que ça? Et si derrière, ils avaient une bonne raison ?» Tu te mets à creuser plus loin. Tu te mets à creuser plus loin en fait dans leur histoire, dans leurs origines, dans leur perception en fait des choses. Et plus tu penses, plus tu te dis que finalement, ah, peut-être qu'il y a une raison legit derrière ça, tu vois. Quoi qu'il en soit, et comme si ça ne suffisait pas, Togashi commence à nous teaser sur l'origine des membres de la brigade. Teasing qui viendra appuyer le fait qu'ils ne sont peut-être pas mauvais au final. Alors, bien que ces informations seront clarifiées dans les arcs beaucoup plus tard, il est important quand même d'en faire mention ici. Ils viennent pour la plupart de Meteor City, une métropole complètement rejetée par la société, et de surcroît traités comme des armes par la mafia. Tellement ils sont insignifiants que les gars sont utilisés juste pour à des fins kamikazes si tu veux. Genre en gros c'est la Suicide Squad. Hein, ils font le sale boulot, puis on les paie s'ils survivent, puis s'ils meurent, bah tant pis quoi tu vois. Et donc naturel qu'ils haïssent un peu ces gens-là qui les utilisent et qui ne les voient que des objets, que des armes de destruction massive si tu veux. Malgré tout, et c'est triste, bien qu'ils aient eu un destin tragique pour la plupart d'entre eux, ça n'excuse pas pour autant leur acte. Mais ça permet au moins de voir au-delà des criminels qu'ils sont des gens opprimés qui au final cherchent juste à se faire entendre. C'est très intéressant parce que durant tout l'arc, tu as un certain parallèle entre Kurapika d'une part et la brigade fantôme d'autre part. D'un côté, tu as une âme chaleureuse qui commence par dévoiler petit à petit un côté sombre et de l'autre, tu as des gars qui sont complètement sombres, qui sont complètement genre nocifs, dangereux, qui commencent à montrer petit à petit des côtés humains. C'est un parallèle de Togashi qu'il va reprendre beaucoup plus tard dans l'arc de Chimera Ant avec Gon et Meruem, si tu vois ce que je veux dire. À mon avis, je dis bien, mon avis personnel, ce qui fait la force de cet arc, c'est son rythme. L'intrigue se base pas sa durée de vie sur les combats. Au contraire, il y en a très peu, même s'ils sont incroyables. Ce qui fait sa force, c'est vraiment le suspense et la tension qui se construit au fur et à mesure du développement des personnages. Kurapika qui chasse la brigade fantôme, Gon, Killua, Loryu qui se retrouvent mêlés à tout ça parce qu'ils tiennent à leurs potes. L'auteur réussit à créer un arc shonen et à le rendre intéressant sans pour autant faire des combats l'élément principal, laissant l'intrigue et le suspense nous captiver. Chose qui à l'époque était je pense difficile à faire et même risquée. Mais Togashi a su prendre ce risque là et s'en est sorti franchement haut la main. Les combats, bien que très peu dans cet arc, ne sont pas en reste, ils sont de véritables bangers. Pour y revenir vite fait, le combat entre Uvo-King et Kurapika, masterclass, une vraie tuerie, un vrai clash d'ego, idéologie
et surtout en fait de personnalité. En plus de nous montrer la force de Kurapika et à quel point il était déterminé, ce combat nous aura aussi permis de voir à quel point en fait Uvu est loyal envers la Brigade Fantôme. Le requiem de la Brigade Fantôme, un classique en termes de scène d'animé, franchement. Non seulement il était sombre, mais il était ultra épique en fait. Une scène qui montre la rage d'un groupe de personnes qui pleurent à leur manière la mort d'un frère. C'était beau. En plus, le poème avec le requiem derrière, la musique, l'OST, c'était génial. C'était génial. Puis le combat entre Chrollo et les Zoaldiek. Tout ça pour nous montrer en fait que le chef de la Brigade Fantôme n'est pas un antagoniste à prendre à la légère. Vous vous rendez compte que lui seul, il a tenu tête quand même à 2 Zoaldiek. C'est des personnages quand même ultra intéressants, c'est des personnages quand même ultra importants. Et ce combat nous rappelle en même temps que Chrollo, Lucifer, est un antagoniste qu'il faudra surveiller de très près dans les prochains arcs. J'ai aussi de mes recherches pour cette vidéo, une critique qui revenait très souvent, c'est que cet arc-là manquait de rythme. Et du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que cette critique-là n'est peut-être pas due au fait que Togashi ait voulu essayer quelque chose d'autre, quelque chose de différent dans le genre shonen, parce que c'est pas tout le temps qu'on voit un tel arc bâti sur la psychologie, sur le développement des personnages, plutôt que sur des scènes de combat à répétition style arc du sanctuaire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand même, est-ce que la critique du rythme n'est pas due au fait que les gens n'étaient pas habitués à l'époque à un tel choix au niveau de la gestion du scénario, de baser en fait son scénario sur le développement et prendre son temps pour écrire, développer les personnages plutôt que de nous enchaîner combat sur combat sur combat, action sur action sur action. Pourquoi pas? Ça, c'est mon avis personnel sur la question. En conclusion, une intrigue incroyable basée sur un profond développement de ces personnages principaux et des parallèles entre eux constitue l'ingrédient principal du succès de cet arc. Ajouter à ça des combats à des moments tout aussi épiques les uns que les autres constitue un beau cocktail permettant à Togashi de faire parler son talent et de nous sortir cette masterclass. En prenant un gros risque de privilégier l'histoire et le développement des personnages au combat, il nous aura pondu un arc unique. Le seul truc qu'on pourrait reprocher, il faut attendre longtemps, mais très longtemps avant de voir une chute à cette intrigue à cause des nombreux hiatus dans Hunter x Hunter. Donc on avait fini sur des faits très intéressants en vrai. Par exemple, Chrollo qui est personnel, que va-t-il advenir de lui? Son combat avec Hisoka, je sais qu'il y a eu ça dans les scans et tout, mais bon, on a dû attendre longtemps avant de voir ça. Que deviendra Kurapika maintenant? Sa quête n'est pas encore achevée. Est-ce qu'il va la reprendre à un moment donné? Est-ce qu'il va la réussir? Même si nous avons commencé à avoir des débuts de réponses dans les derniers arcs de Hunter x Hunter, il y a beaucoup de réponses encore qui restent inachevées et ça, c'est dû au fait maintenant que le manga est vraiment un hiatus. Et en fait, ça n'aide pas en fait, malheureusement. Ça n'aide pas du tout. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet arc-là. Est-ce que vous le préférez, lui, à l'arc des Chimera Hunt ou vous préférez l'inverse, Chimera Hunt supérieur à l'arc de York New City? J'ai hâte de voir vos commentaires, j'ai hâte de voir vos avis par rapport à ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.